Bonjour à tous, elle s'appelle Padina, Sargassum ou encore Turbinaria. Et il en existe encore bien d'autres. Vous vous demandez certainement ce qui se cache derrière ces noms scientifiques? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des algues brunes, qui poussent en milieu sous-marin. Consommées dans le Pacifique Sud depuis des siècles, les algues sont étonnamment peu prisées en Nouvelle-Calédonie. Paradoxalement, c'est sur la bordure de notre littoral que l'on retrouve la plus grande diversité d'algues et de plantes marines. Et parce qu'elles sont comestibles, je vous propose de les mettre au menu de ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Les délices de la mer, c'est tout de suite sur NCTV. Pour commencer, je vous propose de nous rendre à Poum, où Hervé et Emanuela nous attendent pour nous préparer du sel aux algues. Un savoureux mélange qui rehaussera vos plats et qui apportera une touche iodée. On regarde tout ça? Ok, c'est bon, allez, on y va. Là, on a mis le radeau à l'eau, c'est pour pouvoir aller ramasser les algues un peu à 300-400 mètres d'ici. Là. Allez, on y va. Il y a plein d'algues, mais ici, on se base plutôt sur 5 sortes d'algues. On ne sait pas si les autres algues peuvent contenir des toxiques, quoi. Donc, pour l'instant, on sait qu'il y a 5 sortes d'algues qui sont comestibles, qu'on peut les manger. Quand tu marches dans les bancs de sable et tu vois des taches noires, là, tu vois, c'est surtout des algues qui se mettent au fond, c'est-à-dire dans des petites cuvettes. Après, il faudra essayer de trier pour voir celui qui est comestible. Voilà, celui-là, c'est celui qui fait partie des 5 sortes d'algues. Donc celui-là, c'est comestible. Ouais. Donc c'est avec celui qui a plein de graines. Donc ça, tu le vois flotter des fois à la surface. Hein, parce que, disons, ça peut faire au moins 2 mètres de long. Hein, et ça reste flotter à la surface. Tu vois, il faut bien le nettoyer, comme ça, il sera propre. Voilà. Et celui-là, c'est à peu près... Ça fait partie des 5 sortes d'algues. Vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Celui-là, il est plus croquant. On peut le goûter. Tu sens bien quand tu le... Ah, c'est croquant. Donc celui-là, c'est comestible, quoi. Ici, on est réputé un peu pour les algues parce que tu as des endroits où il n'y a pas tellement d'eau. Hein. Des fois, quand il y a des grandes marées basses, mais c'est facile à les trouver, quoi. Les 2 qui sont là, donc c'est facile à les trouver. Mais tandis que les 3 autres, ça va être un peu plus dur parce que tellement qu'ils sont au fond, hein, donc ça va être un peu plus dur pour les voir. En frottant, mais ça y est, ça va changer la couleur. Il devient tout propre. Voilà. Après, on va faire un deuxième nettoyage après. Avant, je ne savais pas. Je ne savais pas que les algues, c'était comestible, donc on peut les manger. Et voilà. Et maintenant, c'est bien parce que c'est une découverte pour moi, hein, de voir et de savoir aussi qu'il y a 5 sortes d'algues qui sont comestibles, quoi. Tiens, voilà, c'est un peu celle-là, on a du mal à le trouver en ce moment là parce que l'eau elle est trop. Ça, elle fait partie des 5 sortes d'algues comestibles. Voilà. Et normalement, à marée basse, tu le ramasses facilement, hein, tu trouves tout partout. Hein. Oui, voilà, donc là on a ramassé 2 cajots, là c'est suffisant pour la journée. Et là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nettoyer, c'est-à-dire bien les frotter avant de les emmener. Après, ça va directement au séchage. Après le séchage, ça va directement au labo, Emanuela va faire la finition des algues.
Ben là, voilà, les algues qui ont été ramassées et puis rincées tout à l'heure. Hein. Donc là, on va les étaler sur le séchoir. Comme ça, on va les sécher directement dessus. Là. Voilà. Surtout les éparpiller le maximum possible, tu vois. Voilà. Pour qu'elles sèchent bien, il faut à peu près au moins 3 jours. Voilà. S'il y a du beau temps. Ben, une fois qu'ils sont secs, voilà, ça donne cet aspect-là. Je vais vous faire montrer. Voilà. Ici, voilà. Ça, c'est-à-dire, c'est les algues qui ont été séchées hein, pendant 3-4 jours. Hein. Et puis voilà, ça donne cet aspect-là. Elles sont prêtes pour aller directement dans la salle. Et là, c'est Manuela qui se chargera du découpage. Et elle va les broyer. Et elle va mélanger un peu avec le sel. Mais c'est Manuela qui va vous expliquer un peu comment la finition des algues qui a été ramassée. Bonjour Emanuela. Voilà, je t'emmène ça. C'est la dernière récolte. Voilà. Bah ok, je vais préparer ça. Ben, j'essaye de prendre les 5 sortes, les mettre ensemble pour broyer. Il y a assez d'algues, on va les broyer. Voilà, maintenant c'est prêt, c'est bien broyé. On va faire le mélange juste à côté. Je vous prépare du sel aux algues. Avec le sel, j'étale un peu partout. Normalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'algues pour faire le mélange. C'est un produit qui intéresse beaucoup les clients. Ben, c'est depuis que je travaille dans Salenco que je découvre que les algues, on les mange. Ben, moi, à force de faire tout le temps, c'est au regard maintenant que je fais le mélange. Que les algues. Hein. Le sel, il vient de Caux. Les algues aussi, il vient de Caux aussi. Et c'est 100% local. C'est bon, la dose elle est bonne. J'ai plus qu'à mettre dans les sachets. Ça fait à peu près 100 grammes. Tous les 2 mois, on refait le stock. Voilà, le produit est fini, prêt à être vendu. Le sel aux algues. Pour mieux comprendre et apprécier les spécificités et les bienfaits des algues, je vous propose d'aller à la rencontre de Claude Perry, spécialiste de la flore marine en Nouvelle-Calédonie et chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Je travaille sur les algues marines associées aux écosystèmes coralliens. Et là, vous me voyez en train d'essayer de donner un nom à une algue qui appartient au genre Padina, qui est une algue brune. Les algues, c'est un ensemble d'un grand nombre d'organismes, mais on les englobe sous le terme d'algues tout simplement parce qu'elles sont toutes constituées par un système végétatif qui est défini par la négative, c'est-à-dire sans tiges, sans feuilles, sans racines, en opposition, et sans fleurs, en opposition aux végétaux terrestres que tout le monde connaît. Et donc c'est ce grand ensemble extrêmement hétérogène qui a comme dénominateur commun de vivre dans le monde aquatique et marin en particulier, en ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors dans ce monde extrêmement hétérogène, eh bien, la couleur joue un rôle important. Eh bien, on a le grand ensemble des algues rouges, le grand ensemble des algues brunes et le grand ensemble des algues vertes. Donc vous avez des représentants ici. Donc avec les caulerpes, vous avez des représentants de ce grand ensemble d'algues vertes qui sont des cousins très proches des plantes terrestres. Le grand ensemble des algues brunes, dont vous avez ici 2 exemplaires. Un exemplaire très compliqué,
qui mime une plante terrestre. Vous avez l'impression qu'il y a une tige, vous avez l'impression qu'il y a des feuilles, vous pourriez avoir l'impression qu'il y a des racines. Eh bien, ce sont des convergences morphologiques, mais ce ne sont absolument pas des tiges, racines et feuilles. Et ici, vous avez une forme complètement aplatie, hein, en forme d'éventail. Alors, elle n'est pas consommée en Nouvelle-Calédonie, mais elle est utilisée en Nouvelle-Calédonie. Et vous avez un bel exemple de son utilisation avec les sels qui sont produits dans le nord et dont vous avez ici un échantillon. Et vous voyez que tous les petits bouts bruns mélangés à ce sel, eh bien, ne sont rien d'autre que des fragments de Cepadina qui viennent agrémenter ces sels. Et pour illustrer le groupe des algues rouges, je vous ai pris quelque chose qui va sans doute vous étonner, vous surprendre. Ces cailloux, là, ce sont des algues rouges qui ont la particularité de précipiter du carbonate de calcium et de former un squelette, exactement comme font les coraux. Hein, ce sont des organismes calcificateurs, calcifiants et calcifiés. Et malgré leur forme, leur aspect, eh bien, l'homme a su en tirer un certain nombre de choses intéressantes pour le bien-être de l'homme, puisque c'est couramment utilisé aujourd'hui sous forme de poudre comme complément alimentaire pour lutter contre l'ostéoporose, par exemple, en tout cas pour apporter à l'organisme un complément en calcium. Tout le monde a entendu parler des gélifiants, tout le monde a un jour entendu parler de l'agar-agar, cette petite poudre blanche miraculeuse qui a un pouvoir gélifiant extraordinaire. Hein. Quand vous le rajoutez à des liquides chauds, eh bien, ces liquides gélifient pour vous donner des consistances de flan. C'est un produit qui est issu d'algues rouges et notamment des Gracilaria, c'est-à-dire des espèces tout à fait voisines de celles que vous avez ici pressées sur cet herbier. Les algues, leur rôle premier, eh bien, c'est dans leur milieu naturel, elles forment ce qu'on appelle le maillon primaire de la chaîne alimentaire dans les réseaux trophiques. Alors là, on parle de grandes algues, de macroalgues, mais il y a un nombre bien plus important de microalgues, alors qui échappent à notre observation parce qu'elles forment ce qu'on appelle le plancton, le phytoplancton. Elles sont de très très petite taille, mais elles ont un rôle très très important dans les réseaux trophiques. Alors pour les macroalgues, il y a un certain nombre d'espèces qui se nourrissent directement des algues. Les algues rentrent directement dans leur consommation journalière. Il y a un grand nombre de poissons herbivores, les tortues, il y a certaines espèces de tortues qui se nourrissent sur des algues, des colerbes, sur des codiums, etc. Au jour d'aujourd'hui, il y a des pans de recherche entiers sur la valeur thérapeutique de ces algues. La consommation d'algues dans le Pacifique, dans les États océaniens, je veux dire sur les États insulaires du Pacifique, eh bien, à l'âge de l'arrivée de ces populations au cours de l'histoire du peuplement du Pacifique. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent au regard de l'utilisation qu'on a des algues à travers le monde. Les algues peuvent être un produit noble. Alors, dans la consommation en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, certainement que non, puisqu'il n'y a pas de culture associée à l'utilisation des algues. Mais au Japon, par exemple, l'algue est un produit noble. C'est quelque chose que l'on consomme d'une certaine manière. On ne le consomme pas n'importe comment. Ça fait même des différences de caste, sociales, etc. Donc, tout dépend, si vous voulez, du contexte culturel dans lequel on évolue et on se trouve. Bon, en Nouvelle-Calédonie, c'est clair que les algues ne font pas partie de ce patrimoine culturel. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne font pas partie de ce patrimoine culturel qu'elles ne peuvent pas un jour prendre une place intéressante. Les Japonais sont de gros consommateurs d'algues. On dit même qu'elles seraient à l'origine de la longévité des habitants d'Okinawa. Ou encore que les ambassadeurs de Shogun offraient jadis des algues à l'empereur de Chine comme gage de paix. Au pays du soleil levant, les algues depuis toujours sont aussi cuisinées à toutes les sauces, à commencer par la soupe miso aux algues. Mathieu, chef d'un restaurant japonais à Nouméa, nous en a préparé une. Pour
Aujourd'hui, nous allons réaliser une soupe miso à base d'algues. Et la miso, c'est de la pâte de blé fermenté et salée, qui est typique de la cuisine japonaise. J'ai choisi de proposer l'algue au restaurant parce que c'est un des ingrédients phares de la cuisine traditionnelle japonaise, à savoir que dans le sushi aussi, on utilise l'algue. Et puis après, dans la cuisine plus traditionnelle, on trouve les algues sous différentes formes. C'est vrai que l'algue est un ingrédient et un aliment très faible en teneur de graisse et très riche en minéraux. Et aussi, les effets bénéfiques sur le corps sont qu'ils aident à la digestion. Donc pour la réalisation de la soupe miso, on aura besoin d'eau chaude, de pâte miso. Si on a les feuilles de varech, ça apportera du goût, sinon c'est pas grave. Et puis de algues wakame. Et puis aussi en apéritif, on a repris la feuille de kombu qui a infusé et que l'on a fait mijoter pendant 3/4 d'heure dans du sucre et du soyo et que l'on a agrémenté avec des graines de sésame. Mais ça devient du kombu confit. Et puis aussi une dernière algue, c'est ce qu'on appelle le aonori qui est utilisé déshydraté par contre et qui a une odeur typique pour relever certains plats. Donc là, on a l'eau qui est chaude, pas bouillante, mais assez pour laisser la feuille de kombu déshydratée infuser et pour qu'elle dégage sa saveur et ses qualités nutritives aussi. À cela, on va rajouter la pâte miso, la délayer soit à l'aide d'un chinois ou soit à l'aide d'une petite passoire comme j'ai dans les mains pour qu'elle se diffuse au mieux. Et parce que c'est salé, la salinité sera égale dans toute l'eau. On n'aura pas une petite boule très salée et puis l'autre pas du tout salée. Donc là, dans le bouillon, on voit bien que la pâte miso s'est bien diffusée parce qu'on la voit danser sur la feuille de varech et ça veut dire que la diffusion a bien été faite à l'aide du chinois. Donc après, une fois que la miso a bien été délayée dans l'eau, on aura juste à rajouter les algues wakame qui ont été réhydratées. Donc après, c'est suivant la convenance des gens. S'ils aiment bien manger le wakame, ils peuvent en mettre plus. Et puis si vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. Chaque algue a un goût distinct parce que elle s'est nourrie dans son environnement et cet environnement-là lui donne un goût particulier, un parfum particulier. Étant de souche calédonienne, de descendants calédoniens, et que les Calédoniens ont un faible pour la cuisine japonaise, c'est vrai que dès un très jeune âge, j'ai commencé à manger des algues dans les restaurants japonais. Et puis, je pense que maintenant, c'est devenu incontournable, surtout avec le nori, la feuille de nori que l'on retrouve dans les sushis. Là, il ne reste plus qu'à rajouter l'oignon vert préalablement coupé, que l'on va rajouter dans la soupe pour lui donner un petit peu de piquant. Notre plat ici est terminé, il ne reste plus qu'à goûter pour savoir si en taux de salinité on est bon par rapport à la pâte miso et puis aussi en profiter pour déguster les saveurs des algues qui ont infusé dans le bouillon. Donc là, on retrouve bien le goût du wakame qui est très prononcé. Et aussi, on retrouve aussi le goût du varech ou le kombu qui a infusé un peu plus longtemps dans la soupe. Nous sommes de retour à Poum pour faire connaissance avec le Sesuvium portula castrum, plus connu sous le nom de pourpier de mer. Cette plante, on la cuisine de différentes manières. Dolores, une cuisinière de talent, n'est jamais à court d'idées pour le travailler. Elle va nous préparer une confiture à base de pourpier de mer. Étonnant, non ?
Là, on est sur la plage de Ho. Là, je vais vous emmener ramasser du pourpier pour faire quelques recettes avec le pourpier qui est la spécialité du relais de point gamme. Le pourpier, elle pousse facilement, très très facilement, mais qu'au bord de mer. Le pourpier, tu peux manger cuit et cru, c'est-à-dire tu prends sur la plage, comme ça tu marches, et bon, tu prends et tu manges comme ça. Le goût, bon, c'est un goût, c'est un mélange de goût, salade, haricots. Ce que je sais, c'est qu'il est riche en oméga 3. C'est naturel. Si tu le cuisines bien, c'est bon. On ramasse uniquement que la feuille et la tige, non. Voilà, la tige, on la laisse. Après les prochaines marées, là, elle va la ramener un peu plus haut qu'on a cassé. Après, il va reprendre racine dans tous les pierres panses et les bois pourris et tout. Et elle va reprendre sa vie normale. On a vécu sur l'île avec ma grand-mère et tout. Nous, on l'utilisait cru comme ça. On mélangeait avec de la salade de poisson. Moi, je viens de découvrir qu'on peut le cuisiner avec l'huile et le beurre. C'est au relais de point gamme en étant cuisinière à point gamme. Ça, c'est les épinards qui poussent les racines à l'air dans les pierres ponces, là. Là, elle pousse comme ça, mais c'est une plante qui pousse uniquement après chaque mauvais temps. Quand j'ai pas les pourpiers, quand les commandes de pourpiers ils n'arrivent pas à temps, je fais remplacer mon pourpier par mes épinards. Et toujours les plantes du bord de mer. Pour reconnaître le pourpier, c'est très facile. C'est une liane qui rampe sur le sable comme ça, avec une fleur étoilée blanche comme ça. Je récupère que les feuilles et la fleur, non. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. C'est suffisamment pour les recettes que je vais vous montrer au relais de point gamme. Je vous donne rendez-vous au relais de point gamme. Je vais vous préparer une recette qu'on appelle sucré salé qui est à base de pourpier, c'est de la confiture de pourpier. Pour réaliser cette recette, il faut que je les pèse. Il faut que j'ai au moins 3 kilos de pourpier pour réaliser ma recette d'aujourd'hui. Mes pourpiers, je vais remettre dans ce grand saladier. Voilà. Ensuite, là, je vais aller les blanchir. Blanchir, c'est chauffer l'eau à l'avance, déjà prêt tout. Ensuite, prendre le pourpier, plonger 5 minutes dedans et le retirer. Pour égorger un peu le sel qu'il y a dedans, pour pas qu'il y ait trop de sel. Et puis récupérer et après là, je vais mettre le sucre. Pourpier que j'ai blanchi, je vais remettre dans cette gamelle, ça. Il me faut 3 kg de pourpier pour 3 kg de sucre pour réaliser la confiture de pourpier. On va faire le mélange après sucré salé. Je vais faire fondre le sucre avec le pourpier. Une fois que le sucre il a bien fondu avec le pourpier, je vais le mixer avec un mixeur plongeant. Là, je vais tirer la mousse verte qu'il y a au-dessus. Il ne va pas bien conserver la confiture. C'est ça qui fait qu'il tourne vite après la confiture. Quand on la préserve, après la confiture, elle tourne à cause de cette mousse-là. Voilà. Le laisser encore cuire encore dans 10 minutes. Vous voyez, elle a une belle couleur. Ça prouve qu'on est bien parti, c'est bon, il n'y a pas besoin de rajouter un fruit, il n'y a pas besoin de rajouter une feuille de gélatine, c'est top. Je vais quand même goûter pour voir au niveau du goût.
Bon, ça c'est bon. On va l'arrêter, on va arrêter la cuisson. On va commencer à remplir les bocaux. Là, au remplissage, parce que là, j'utilise un torchon parce que sinon, ça va me brûler. Voilà, après avec ça, je vais les laisser une nuit dehors et demain matin, on va les ranger en chambre froide et de là, à partir de demain matin, je vais commencer à servir les clients en présentant aux clients que voilà, vous avez de la confiture de caramboles, vous avez de la confiture de patates douces, vous avez de la confiture de pourpier du bord de mer, fait maison, voilà. Je vais faire goûter la confiture de pourpier à un collègue, Steve. Tu peux me goûter la confiture de pourpier et tu me diras ce que tu en penses au niveau du goût. Très bon, très très bon. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ces rencontres culinaires vous auront mis l'eau à la bouche, ou tout du moins qu'elles vous auront donné envie de goûter aux algues et aux pourpiers. Croyez-moi, c'est délicieux. Et en plus, c'est bon pour la santé. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, même jour, même heure, pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Merci de votre fidélité et à bientôt.